Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité, merci d'être au rendez-vous, merci d'avoir choisi cette émission. On a des premiers résultats de sondage qui nous indiquent que vous adorez cette émission et on en est très fiers. Alors, pour vous satisfaire, puisque vous nous appelez pour nous demander le menu, on s'est dit qu'on allait prendre un tout petit peu de recul, mais ça ne va pas durer très longtemps par rapport aux élus, on va dire ça comme ça, parce que vous savez que choisir les élus ces temps-ci, c'est extrêmement délicat, parce que ils sont tous à observer qui va être invité pour demander à être invité à leur tour. On a pris du recul en cherchant à travailler sur des thématiques qui, justement, participent au débat politique, au débat de la vie martiniquaise, de la société martiniquaise. Et pour ça, on a choisi un témoin, mais également acteur. Alors, il ne le dit pas, mais c'est en bas-feuille. Il écrit, il donne des notes, il conseille. Et nous avons réussi à avoir Christian Ursulé. Donc ça veut dire que je suis pas élu, quoi. Ah Non, pas du tout. Alors... Il n'est pas élu, et ça nous permet d'obtenir, de tenter d'obtenir de lui une transparence la plus totale et une expression sans langue de bois. Ah oui. Alors vous le connaissez parce que régulièrement, il vient déstructurer un peu la société martiniquaise le lundi soir dans l'émission C'est à nous, mais là, il a beaucoup plus de temps. Il a 52 minutes, donc il va pouvoir s'exprimer allègrement. C'est très bien. C'est à peine ce qu'il me faut. C'est déjà pas mal. Christian Ursulé, petit rappel, vous avez été un syndicaliste pur et dur, on va dire ça comme ça. Vous avez été un fonctionnaire de l'État français et vous avez exercé les plus hautes fonctions. En particulier, vous avez été le directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé de Martinique. Et sous votre règne, je plaisante, il y a beaucoup de choses qui ont été initiées, il y a eu beaucoup de changements. Et j'ai passé deux, trois coups de fil. Les gens nous disent, mais on regrette un peu Christian. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans la nostalgie. Aujourd'hui, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette histoire de santé. Et puis, on va élargir, évidemment, aux thématiques sociétales de ce petit territoire. Alors, j'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce que ça va bien dans la santé, plus globalement, en Martinique, mais plus globalement dans les Outre-mer, parce que le nombre de rapports relatifs à la discrimination en matière de santé dans les Outre-mer n'arrête pas d'augmenter. Le tout dernier en date de janvier 2026, et c'est le Conseil économique, social et environnemental qui dit que ça ne va pas, globalement. Et puis je suis remonté pour voir si c'était une tendance. Alors, en 2017, déjà, donc ça fait près de 10 ans. Un an après mon départ. Exactement. Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors on s'est dit, oulala, droits de l'homme, avis sur les droits à la protection de la santé dans les territoires ultramarins. Rapport catastrophique. 2019, 2 ans plus tard, et là, on est sur un appel à témoignage auprès des résidents d'outre-mer du défenseur des droits. Les Outre-mer face au défi de l'accès aux droits, notamment dans la santé, les services publics de la santé et de la non-discrimination. Bon, globalement, s'il y a tout ça de spécialistes et d'experts qui s'intéressent à la situation dans les Outre-mer, c'est qu'il y a un problème. Alors moi, j'ai qu'un chiffre en tête et qui est un indicateur un peu dramatique, c'est la mortalité périnatale. Ouais. Chez nous, le taux est 10 fois plus élevé qu'au niveau national. Les enfants meurent 10 fois plus qu'au niveau national suite à l'accouchement. Bon, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que vous êtes conscient que ça ne va pas ? Alors oui et non, parce qu'il ne faut pas se contenter de ce que d'autres disent. Oui. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent si bien que ça la santé à la Martinique. Alors attention, ma question ne touche pas, évidemment, ne concerne pas le fonctionnement, on y viendra, des infrastructures de santé. Ce n'est pas du tout ça le propos. Le propos, c'est quand on compare... Non, mais j'ai bien compris. Oui. Le problème, c'est que vous connaissez le dicton qui dit que quand je me regarde, je me désole, quand je regarde ailleurs, à côté, je me réjouis, quoi. Ouais. Donc non, la santé, pour nous qui avons de l'ambition pour nos pays et pour la Martinique, on peut dire que la santé va bien. Notamment quand on regarde
la réalité d'affections, de pathologies qui persistent, qui durent. Vous avez pris un exemple, là, l'exemple de la périnatalité. Alors, il y a la mortalité à la naissance et puis après, un an ensuite. Il y a eu des progrès, mais on est loin. Le national ne s'est pas amélioré non plus, il a régressé un peu. Ouais. Donc la situation est assez dramatique. Mais vous savez que quand je suis arrivé, par exemple, j'ai regardé les réseaux qui fonctionnaient, qui étaient financés depuis longtemps et tout. Le réseau périnatalité avait un financement annuel de plus de 400 000 euros. Et les indicateurs se dégradaient. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça n'est pas qu'une affaire de moyens, c'est ce que je veux dire. Ça n'est pas qu'une affaire de moyens. C'est ce qui dysfonctionne chez nous, c'est que nous ne devrions pas faire exactement ce qui se fait ailleurs, et notamment en France métropolitaine et en Europe et dans les grands pays occidentaux. On est en pleine actualité, là. Ces propos-là, on les retrouve dans la bouche d'un certain nombre de décideurs. Globalement, il ne faut pas faire du copier-coller. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas exactement sur la politique qui est menée au jour le jour, quoi. Ouais. Les grandes lignes politiques annuelles de la santé en France et ici, ou en Europe ou aux États-Unis. Je parle du système lui-même. Je veux dire qu'on est embarqué dans le système de santé occidental. Et moi, je pense que, je l'ai déjà dit d'ailleurs, on devrait faire un mélange entre l'importance, les acquis de la science et de cette organisation de la santé, avec des moyens technologiques considérables, avec de la biologie, avec tout cela, et puis un système qui a moins de moyens, mais qui est plus axé sur la prévention, l'éducation à la santé, la responsabilisation de la population, la proximité sur les territoires de santé, avec des programmes, avec des équipes pluridisciplinaires qui travaillent ensemble, ce qui n'existe pas dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, on entend beaucoup de critiques sur le système hospitalier. On entend beaucoup de critiques sur le système médical, ce qu'on appelle les médecins de ville. Ouais. Ça n'arrête pas. Bon, les réseaux sociaux sont chargés, mais en même temps, on entend une petite musique qui commence à dire, attendez, les hôpitaux martiniquais ont été conçus pour une population limitée, 400 000 habitants, mais en réalité, ces hôpitaux doivent permettre l'accès à des demandes venant de l'extérieur. Alors, certains médecins nous disent, mais vous savez, nous, on gère 30 millions d'habitants de la Caraïbe, parce qu'on a des demandes multiples et diverses. Et en plus, ils rajoutent une couche, et moi, j'ai pu le constater, ce sont les croisiéristes. Dès qu'il y a un bateau de croisière qui passe, ça y est, comme ce sont des gens de plus de 70 ans en moyenne, toutes les pathologies liées au grand âge, ils les reçoivent. Bon. Et est-ce que le caractère, j'allais dire, hôpital de premier recours de nos hôpitaux en particulier, on pense évidemment à la Ménard, est-ce que ça, c'est pas aussi une contrainte supplémentaire ? Alors, déjà sur les faits, moi je ne crois pas que nous gérions ici une population de 30 à 40 millions qui est celle de la Caraïbe. Ça, c'est la blague. Non, quand ils vous racontent ça. Oui, non, c'est une boutade. Oui, j'ai bien compris l'idée. Il y a quand même du tourisme, il y a un flux, il y a une demande sur les urgences, etc. C'est clair. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nos hôpitaux, nous avons la chance d'avoir ces hôpitaux-là, avec leur équipement. Je crois qu'on dise de dysfonctionnement, de manque de démographie dans certaines disciplines. Il y en a à peu près 11 qui sont en difficulté du point de vue de la démographie médicale, des spécialistes qui nous manquent en Martinique, mais ce n'est pas forcément mieux dans certains départements, loin de Paris, loin des grandes villes ailleurs, en France. Bon. On a vu même des services d'urgence de grands hôpitaux de grandes villes fermés. Grands hôpitaux qui sont en grande difficulté. Bon. Donc il faut faire attention à ça, au ressenti. D'autant que, et là je vais être précis, d'autant que, et ça a été un de mes chevals de bataille, un CHU comme celui que nous avons fait, normalement, il est taillé pour une population d'1 500 000 habitants. Vous comprenez ? Il y a des services dans le CHU, qui ne peuvent être rentabilisés avec l'équipement qu'ils ont, la valeur des équipements qu'ils ont. Et le coût. Quand je dis la valeur, le coût en fonctionnement, et ce que ça implique comme nombre de personnes. Exact. Quand vous avez un service de réanimation, par exemple, vous savez qu'il faut, pour un lit, 7 personnes. Pour un seul lit, 7
personnes qualifiées, c'est-à-dire médecins, etc. Allons expliquer aux gens ce que ça veut dire réanimation, parce que dans leur tête, ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et ce service-là, réanimation, il a été explosé lorsqu'on a eu le Covid. Bien sûr. Voilà. Il a été explosé partout. Partout. La France n'avait pas assez de moyens. Parce qu'un pays ne peut pas avoir trop de lits de réanimation. Ils sont les lits où vous allez en dernière minute quand vous avez les cas les plus graves de trauma crânien, d'accident de la route, de choses où vous avez réanimation, dans le coma, c'est maintenir les gens en vie. Maintenir les gens en vie. Voilà. Et pour avoir le temps de traiter les pathologies diverses et variées qu'ils ont à ce moment-là, des traumatismes divers et variés qu'ils ont à ce moment-là. Et donc, il faut cette personne. Ce sont des coûts faramineux, quoi. Dans tous les domaines, ce sont des coûts faramineux. Par exemple, je regardais, là, je me suis rendu compte que les molécules qui sortent pour traiter le cancer, chaque année, il y en a de nouvelles qui sortent, parce qu'elles ont été expérimentées, elles sont beaucoup plus efficaces. La dernière qui sort, elle coûte pour un malade par an 70 000 euros. Est-ce que vous imaginez pour une molécule, un médicament. Un médicament. Bon, donc ça ne rigole pas. Nos hôpitaux notre hôpital, il s'agit pour ça. Donc je crois qu'on a tout à fait les capacités de faire face à la suractivité en urgence, des passages croisières, etc. Si nous nous organisons comme il faut et si nous avons les moyens, quelques moyens qui nous manquent. Quand je dis nous organiser, c'est ce que j'ai voulu faire quand nous avons fusionné les 3 hôpitaux Fort-de-France, Armentèse et Trinité. C'est faire que les équipes, comme nous ne pouvons pas les démultiplier parce qu'il n'y en a même pas ailleurs pour les faire venir, travaillent ensemble. Que les équipements soient optimisés, d'accord ? Et que là où il nous manque des moyens, nous nous battons pour les obtenir. Par exemple, en commençant par nous, par dire, bon, nous savons que nous avons trop de personnel dans les ouvriers, dans les personnels administratifs. Toute la partie administrative. Toute la partie administrative technique. Eh bien, au fur, je ne dis pas de mettre dehors, je me suis opposé au licenciement de 700 personnes. Donc, faisons un plan pour, au fur et à mesure, reconvertir ces postes là où il faut. Si nous faisons ça, et si nous nous battions, ce qu'on a réussi à faire, pour prendre en compte le coût de la vie en Martinique, et après, ce que nous n'avons pas réussi à faire, suffisamment, je veux dire, on n'est pas allé au bout de ça. Il y a 2 réformes qu'il faudrait faire. Je parle de technique, pour le bon fonctionnement de l'hôpital. Faire que ces disciplines coûteuses, qui ne peuvent pas être rentabilisées sur la seule Martinique ou la seule Guadeloupe, soient financées à hauteur minimale d'un hôpital de 2 500 000 euros. Parce que sinon, c'est un trou qui est créé à chaque fois que le malade rentre dans le service. 1 500 000 habitants. Il faudrait. Donc, il faut compenser le budget donné pour ces services-là, de façon que l'hôpital, à chaque fois qu'il reçoit un malade, ne creuse pas son trou. Et c'est ce qui est en train d'être fait année après année, jour après jour. Vous voyez, il y a ce problème qui est bon. Et le problème du déficit, en fait. Et la dernière réforme, qui n'est pas faite, mais j'avais proposé d'ailleurs des groupes de travail, j'avais rencontré des syndicats, même après mon départ, pour en discuter, pour faire des formations pour eux, ce que j'avais fait. Il faut non seulement combattre le système de financement actuel, qui s'appelle la T2A. Alors expliquez aux gens ce que ça veut dire. T2A, parce que... C'est le financement à l'activité. Comme une entreprise. C'est pire qu'une entreprise. C'est-à-dire que vous avez une étude informatique qui est faite sur l'ensemble de la France, qui détermine que pour telle affection, il faut tant de jours, tel type de médicaments, tant de personnel qui travaille, ça coûte tant. Si vous êtes en dessous, si vous êtes au-dessus, tant pis pour vous, vous prenez... Et il faut codifier ça. Et une fois que vous avez codifié, la Sécu voit le nombre d'actes que vous avez fait pour cette discipline-là et vous finance en fonction de la moyenne nationale. Est-ce que vous comprenez ? D'accord. En fait, plus vous faites d'activité, plus vous gagnez de l'argent, c'est ça ? Plus vous gagnez de l'argent, à condition que vous soyez plus performant que la moyenne. Dans les clous. Bien sûr, sinon vous perdez de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas comparer le public et le privé, d'abord. Le public n'a pas le moyen de dire « non, je ne vous prends pas, où est votre carte bancaire, etc. » Deuxièmement, nous avons ici, dans les DOM en général, pas seulement chez nous, un taux de personnes âgées, un taux de personnes précaires nettement supérieur et qui n'ont souvent pas de recours à l'extérieur. Et donc, il faudrait réformer le mode de financement pour faire face à ces difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure, plus celles-là. Donc, au-delà des problématiques... Et si nous faisons ça, je vous garantis que nous avons un personnel médical qui est aussi formé, puisqu'il est formé dans les mêmes disciplines. Nous avons
un personnel infirmier, libéral, extrêmement dévoué et qui tient la Martinique de la santé à bout de bras. Et nous avons une tradition quand même si évidemment il y a des gens qui sont grossiers dans les services, qui sont fatigués, qui sont... bon, tout ce qu'on sait, nous avons un personnel dévoué et qui a le sens du relationnel. Nous aurions normalement dû avoir des hôpitaux de qualité supérieure à ce qui se fait ailleurs. Est-ce que selon vous, l'arrêt du rôle de l'hôpital comme soupape de sécurité face à la précarité, au chômage, avec des embauches qui ne seront pas forcément justifiées, est-ce que ça s'est arrêté ou ça diminue? Parce que ce n'est pas l'impression que l'on a. Alors moi, je vais vous dire tout simplement non. Ça ne s'est pas arrêté. Ça s'est arrêté pendant que j'étais là, parce qu'il fallait, soit nous allions à la catastrophe, soit nous sauvions l'hôpital. Je dis que l'équipe qui a été avec moi pendant 6 ans, nous avons sauvé l'hôpital, le système de santé. Parce qu'à l'époque, c'était, je rappelle, plus de 100 millions de déficit. Je rappelle que nous avons, avec mon équipe, obtenu... 100 millions de déficit annuel. Oui, annuel. Et il y avait déjà un déficit cumulé de 360 millions. Je rappelle que j'ai obtenu dans une commission, alors qu'ils avaient mis en place une commission nationale pour obtenir aider les hôpitaux qui étaient grandement en difficulté, je n'ai jamais oublié 2 jours. Le premier jour que je n'ai jamais oublié, c'est où je passais devant cette commission, qui n'était pas pilotée par le ministre de la Santé, et la direction des hôpitaux, qui était là, mais qui se la fermait devant Bercy, devant c'est le ministère des Finances. De la Sécu, etc., et qui paye. Et puis, mon copain, Christophe Lannon, que je salue d'ailleurs, qui est quelqu'un d'extraordinaire, il était directeur de la zone de Dijon. Mais il sortait pour un hôpital qui avait un déficit, je ne me rappelle pas, entre 8 et 11 millions. Et moi, je venais avec mon déficit de 10 millions derrière. Alors, lui, quand il est sorti de la commission, il était pratiquement au bord des larmes, quoi. Et parce qu'il était fait ratiboiser. Moi, je rentrais pour défendre 110 millions. Mais je vais vous dire... Vous, c'était 100 millions. Oui, 100 millions. Sinon, il fallait licencier des milliers de personnes, enfin 700 personnes minimum. Et fermer des services, etc. Ben, moi, quand j'ai plaidé l'hôpital, et que, bon, la direction des hôpitaux ne m'a même pas à l'époque soutenu, elle était là, elle se fermait dans un coin et tout, j'ai dû débattre politiquement, en disant, ça c'est la partie technique, mais messieurs, vous de Bercy et tout, vous de l'Outre-mer, vous n'allez pas me dire que vous ne saviez pas que cet hôpital était une soupape de sécurité pour la Martinique et pour les DOM également. Et vous n'allez pas me dire que vous ne saviez pas que nous avions des centaines d'emplois au-dessus des normes, etc. Ça n'est pas possible. Donc ça n'est pas à moi, en quelques mois, de redresser cet hôpital si vous ne participez pas, etc. Le consentement implicite des administratifs avait permis la dérive. Absolument. Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est un des grands pontes. Ce n'est pas les ministres qui tiennent le système. Un des grands pontes, directeur des finances de Bercy, qui a dit « il a raison ». Vous n'allez pas, ma chère, faire des hypocrites là. Nous allons sauver cet hôpital, nous n'avons pas les moyens. Et ils ont fait ça. Alors, ce qu'il faut rappeler... Attendez, le deuxième jour, parce que ça, c'est phénoménal. Quand je suis revenu et que j'ai été content en expliquant et toutes les équipes étaient contentes, mais aux différents syndicats, que nous avions sauvé et que là, il fallait construire ensemble à partir de là. Il n'y avait pas la faillite, mais il fallait reconstruire ensemble. On m'a dit 100 millions ursulés, les 360 millions nous nient de dette. Et ça, au cas fait de la réparation de l'esclavage, alors. C'est-à-dire comme si, un petit fonctionnaire, je pouvais, par moi tout seul, gagner la réparation de l'esclavage à travers le redressement de l'hôpital en faillite. C'est quand même dingue. J'étais sonné, je crois. Mais c'était des potes à vous, hein. Pas ceux-là. Pas ceux-là. Pas ceux qui ont tenu ce discours. Alors peut-être pour que les gens comprennent bien les enjeux, d'ailleurs, vous l'avez esquissé. Au niveau national, il y a un budget pour, on va dire, garantir la survie des hôpitaux. La Martinique alors, prend... il y avait, moi je ne sais pas, honnêtement, oui, je ne sais pas. Il semblerait que ça... Il y avait 400 millions, nous avons pris un quart de l'enveloppe nationale. C'est ce que je voulais vous entendre dire. La Martinique, à être toute seule, a pris 25%. A pris 25% de l'enveloppe nationale. Et vos collègues de l'Hexagone, quand ils entendaient ça, ils étaient furieux. Non, mais quand je rentrais dans la salle, parce que... C'est qui ce type qui est capable de récupérer 25%? Il y avait des regroupements des directeurs généraux, on était 22 tous les mois avec les ministres et les directeurs, les grands directeurs du ministère de la Santé et tout. Mais quand la première fois que je suis rentré dans la salle, il y a eu un silence. Parce que les gars, ils sont furieux, parce qu'eux, ils ont des déficits de 4 millions, ils se battent pour essayer Vous, c'est 100 millions.
Et donc, ça encore, c'est un message, c'est le message de la vérité, en fait. Oui. De dire aux gens, ça ne se passe pas comme vous l'imaginez. L'Hexagone n'est pas dans un rapport de écoutez, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a des moments de vérité. Sûr. Il y a des moments de vérité. Et puis, je pense que la règle pour nous, enfin, moi, je crois que la posture qu'il faut avoir, un responsable d'administration, d'entreprise aussi, ou d'agriculteur, etc., de la Martinique, doit se dire, si je suis responsable de la Martinique demain, qu'est-ce que je voudrais avoir en main? Comment je voudrais que mon activité soit, à quel niveau il faut qu'elle soit. Il faut se projeter en avant. Ouais, ça vous allez les taquiner là, directement, Ben oui. Ils vont prendre ça pour eux, c'est Parce que si l'absence de vision. Bien sûr, si vous ne faites pas ça, je vais prendre un exemple, si vous ne faites pas ça, c'est pour ça que je l'ai dit une fois, la revendication syndicale, pour partir sur ce terrain-là, que je défends, j'estime que je suis un syndicaliste de la vérité et du droit, de la justice. C'est ce que je disais en introduction. Tout à fait. J'estime que le poste d'ailleurs, la bataille syndicale la plus compliquée que j'ai eu à mener, c'est celle des 6 ans où j'ai été directeur général de l'ARS. Ouais. Donc je dis que si vous ne faites pas ça, et si vous considérez que vous l'avez défendre votre petit dossier uniquement sans regarder autour, je dis ça aussi pour le transport, les transporteurs. Hein. Ouais, en disant la population, c'est pas mon problème. Mais vous trompez mais largement en grand. Même sur l'éthique, même sur la morale, et même tactiquement. Parce que si vous mettez la population à dos, sur un problème d'intérêt général, je parle, hein, ben, les autorités, elles le voient. Celles qui doivent prendre les décisions pour vous, elles le voient. Ouais. Elles disent, mais j'ai la population avec moi, j'ai gagné la bataille de communication, donc je ne vais pas céder du tout. La bataille sera beaucoup plus difficile. Donc il faut ne pas sombrer dans le corporatisme sans fin, sans fin et sans limite. Quelles sont pour vous... on atteint les limites de la première partie de cette émission. On a bien compris qu'il y avait 2 réformes qui auraient dû être menées et qui ne sont toujours pas menées. Quelles sont pour vous les principales faiblesses du système de santé en Martinique? Concrètement, il y a 2 choses qui sont graves. Compte tenu de tout ce qui est des pathologies, etc. Il y a un manque de démographie. Et là, ce ne sont pas des choses qui se décident du jour au lendemain. Donc on doit avoir, comme tu disais, une vision et se projeter. Et ça fait longtemps qu'on aurait dû prendre des mesures qui n'ont pas été prises. C'est-à-dire, nous, Martiniquais, je veux que ma population soit soignée essentiellement et d'abord et majoritairement par des médecins martiniquais qui comprennent la population. Tous les autres peuvent venir, c'est ouvert à tout le monde. Moi, je ne suis absolument pas dans la xénophobie, le nationalisme bête. C'est pas ça du tout. Ils peuvent venir de partout, d'Afrique du Nord, de France, de partout. Il y a une bonne nouvelle, c'est que là, les générations qui viennent, il y a beaucoup de Martiniquais. Voilà. Mais je dis que vous savez que la réalité, c'est quoi? Nous avons pratiquement le nombre de médecins généralistes qu'il faut, qui est devenu d'ailleurs une discipline, mais il nous manque des spécialistes. Donc, c'est pas compliqué de savoir que pour les 10 ans qui viennent, on aura telle étude. C'est fait d'ailleurs par lui. Mais oui, les médecins libéraux ont fait cette étude, l'URPS et tout. Donc il faut voir avec eux, travailler avec eux et dire, bon, nous allons donc aider des jeunes Martiniquais depuis la terminale en disant, ça t'intéresse la médecine? Eh bien, je vais te prendre en charge, je vais te suivre, je vais t'aider à avoir un accompagnement pendant tes études, etc. Avec les maires et les EPCI, je vais t'aider à t'installer, vous comprenez? Dans tous les domaines. Surtout qu'il y a des changements en cours qui vont permettre aux jeunes Martiniquais de faire, entre la Martinique et la Guadeloupe, la totalité des études ici. Voilà. Et ça, c'est prendre la main sur le système et pas rester là en attendant que la politique gouvernementale décide d'aider à hauteur de temps dans certaines disciplines des trucs. Et puis nous, on attend qu'ils viennent candidater et on regarde si on finance ou pas. Non, je prends la main et je planifie pour aboutir. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième essentielle, je reviens sur la prévention et la territorialisation. Qu'est-ce que nous avions fait qui a été saccagé, je vais dire le terme, par mon successeur immédiat et par d'autres après? Aujourd'hui, je ne sais pas ce que celui qui l'a fait, le directeur actuel fait. J'avais dit, il faut compartimenter la Martinique et faire de l'action de prévention au plus près de la population.
Donc nous avions fait, avec l'aide des médecins, des professionnels, avec l'aide de l'Observatoire de la santé, Mme Merle notamment, nous avions fait une étude sur le Nord Caraïbe, le Nord Atlantique, le Centre et le Sud. Quelles sont les principales pathologies? Pourquoi? Comment redresser ça? Faire travailler tous les médecins ensemble, tous les professionnels, pas seulement les médecins, avec un plan qui nous permettait, que nous financions, qui nous permettait de faire des progrès. Voilà. C'était du géomarketing. Absolument. Bon, alors, on va marquer une petite pause, Christian Husselet. Tout à fait. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes. Je sais que vous attendez la partie la plus intense de l'émission. C'est souvent la seconde partie. À tout à l'heure. Christian Husselet, que nous recevons, ne pratique pas la langue de bois. Il vient de dire qu'on a massacré son travail. L'idée qu'il y a des thématiques qui sont directement ou indirectement liées à la santé, et de plus en plus de gens disent que les responsables de la santé en Martinique, en particulier les élus, je rappelle que les élus ont un certain nombre de responsabilités, ne s'intéressent pas à ces thématiques. Alors je vais vous en citer un certain nombre. Est-ce que, selon vous, il faut que les dirigeants qui s'occupent de la santé en Martinique, que ce soit les dirigeants stratégiques, les dirigeants opérationnels sur le terrain, les élus, s'y intéressent? Alors, en particulier, on a une problématique qui est en train de monter, mais qui, semble-t-il, ne fait pas bouger quoi que ce soit. Ce sont les moustiques. Ah oui. La lutte antivectorielle, le docteur Yebakimano le disait dans cette émission, a été totalement abandonnée, et qu'il suffit qu'on ait une épidémie de fièvre jaune, ça va se solder par des morts. Bon, surtout que fièvre jaune égale vaccination, et les Martiniquais et la vaccination, ça va être difficile. De toute façon, on va revenir sur le Covid dans quelques minutes. Il y a le problème de l'assainissement. 90% des stations d'épuration sont hors normes. 90% des fosses septiques, qui représentent 75% du réseau, sont hors normes. Donc, on a des parasites, des bactéries et des virus dans le sol liés aux matières fécales. Absolument. Et ça a bien évidemment des conséquences sur la santé, jusqu'au jour où on se chope une épidémie de choléra. Bon, les sargasses, l'eau, les pathologies importées, tout ce qui touche aux pesticides, tout ce qui touche aux nuisibles, comme les rats, etc., parce qu'on a vu qu'il y a des maladies qui sont directement liées. Qu'est-ce qu'on attend pour s'occuper de ces pathologies qu'on dira, enfin, thématiques qu'on dira silencieuses? Qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'on n'est pas responsable du pays. On ne se sent pas responsable. Et dès qu'il y a un problème qui gêne ou qui coûterait ou qui demanderait un effort de terrain ou de se projeter, enfin et tout, et qu'un autre a un peu de compétence de dire, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ouais. Non, c'est l'État. Non, c'est la commune. Non, c'est la CTM, etc. Et c'est ça qui pose problème. Parce que c'est pas... C'est d'abord une posture politique, parce que j'entends... Alors, une posture et de volonté. Sur cette proposition que vous faites, oui. Cette opinion que vous avez, j'entends des gens dire les Martiniquais ont une attitude de locataire et pas de propriétaire. Mais c'est un peu ça. Et moi, je dis, aujourd'hui, il y a un rapport de force, il y a une constitution, il y a un statut, etc. Mais il y a une volonté politique. Et la volonté politique, elle va devant, elle se projette devant nous, puisque les élus ont demandé ceci, cela, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté. Qu'est-ce qui m'empêche, quand j'estime que c'est un domaine suffisamment important pour la Martinique, de dire « Ok, c'est votre compétence, vous, État ». Mais souvent, je ne suis pas exclu d'ailleurs dans le système. Sauf qu'on me consulte à l'état actuel. On me demande mon avis. Ou je viens donner un avis dans un conseil de surveillance, j'en avais parlé. Non, je veux conventionner avec vous. Et je suis responsable, je vais dans la convention apporter des moyens à condition que nous mettions d'accord sur la ligne de ce que nous avons à faire. Mais ce rôle-là, vous le dédiez à qui? Et vous pouvez le faire. Je le dédie à la CTM. Je le dédie le maire, le président de communauté d'agglomération. Et au président de la CTM, absolument. Rien n'empêche. Je vais vous donner un exemple très, très, très pratico-pratique. Je savais encore une fois, en fait tout le monde sait, que la santé est impactée pour 30% de ces pathologies par ce que vous avez dit, par l'environnement, en fait. Bon. La santé environnementale. La santé environnementale. Il fallait donc faire ce boulot d'éducation de prévention sur le terrain, et nous n'avions pas de moyens.
qui était fléché par le national, la santé, le ministère de la Santé. Quand vous dites nous, c'est l'ARS à l'époque. L'ARS Martinique à l'époque, pour faire ce travail-là. J'ai fait un travail de sensibilisation de l'ARS pour voir qui était volontaire, qui comprenait le projet et tout. Quand j'ai obtenu l'adhésion du collectif et de quelques personnes qui voulaient prendre des responsabilités par chaque territoire, j'ai vu l'éducation nationale. J'ai discuté avec l'éducation nationale en disant « Vous avez des professeurs qui ne sont pas forcément à l'aise devant une classe pour X raisons, mais et il y en avait des dizaines qui ne travaillaient pas devant les classes, mais qui sont motivés par autre chose. Faisons des réunions et voyons s'ils sont motivés par une politique de santé. Certains l'étaient. Vous savez qu'ils m'ont mis à disposition un certain nombre de personnes pour faire ce travail-là. C'est avec eux que nous avons commencé le travail. Ouais. Et avec un mix du personnel ARS et du personnel d'éducation nationale, par convention, sur le terrain, tous les jours. Et ça, c'est largement possible. Mais c'est largement possible. Ouais. C'est une question de volonté. Donc, je crois que ça, il faut le faire. Mais je vais plus loin. Ils savent très bien qu'il y a une réforme en cours de la santé qui, au lieu d'être pris par une vision correcte de la santé publique, qui ne s'improvise pas. Hein. Je répète que la santé publique, ce n'est pas le soin. Parce que je vois qu'on confond souvent le soin. Le médecin, il est le mieux placé pour faire de la santé publique. C'est comme si on me disait que le mécanicien est le mieux placé pour gérer les transports. Bon, c'est un peu la même chose. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas compétent, le médecin, mais je dis que la santé publique, c'est autre chose. Ça ne doit pas être confondu. Et qu'on apprend la santé publique, on apprend l'épidémiologie, on apprend à se projeter. Bon, il y a une école des hautes études à Rennes qui est faite pour ça, entre autres. Donc, je dis, si on a une vision politique pour la Martinique, il faut s'inscrire dans ce débat-là, dans le rapport de force d'aujourd'hui. Et ma proposition, c'est de dire il faut réformer les ARS, mais pas dans n'importe quelle condition, pas dans n'importe quelle direction. La propension à un peu les démanteler, vous êtes bien sûr. contre. Je suis contre. Parce qu'en fait, alors chacun veut faire sa réforme, quoi. Et puis, les préfets ont toujours été contre au départ, en disant « Ah ouais, c'est des moyens qui nous échappent. » Évidemment, la santé, c'est considérable. Donc, oui, c'est le premier budget de France. Bien sûr. Ouais. Alors, quand vous dites au préfet « Bon, tu ne t'occuperas pas de la santé, tu n'as même pas d'ordre à donner au directeur général de l'ARS », il n'est pas content, quoi. Ouais. Et donc, on veut leur redonner une partie. Et puis, laisser au directeur de l'ARS une autre partie, et puis transférer aux collectivités une autre partie. Et même à la Sécu. Et puis, à la Sécu, et puis assis à ça. Bon, moi, je dis non. Il faut l'apport de l'ARS, sans rentrer dans trop de détails. Je ne parle pas d'ARS, je m'en fous, excusez l'expression, mais du nom. Je parle de l'institution. C'est d'avoir constaté que c'était trop morcelé de rassembler dans une institution publique et de faire que la cohérence de la politique puisse se décider. Donc je dis, par contre, ce n'était pas démocratique, parce que le directeur général avait beaucoup de moyens, il n'y avait même pas de conseil d'administration, il y avait un conseil de surveillance, et il avait de compte à rendre qu'au niveau national. Et puis, ce n'était pas adapté souvent au local, parce que souvent, les grandes directives venaient d'en haut, sauf quand vous étiez comme moi et que vous disiez « Non, moi, je vais faire ça parce que c'est ça qu'il nous faut faire. » Et puis, j'essaie de voir comment c'est compatible avec la grande politique nationale. Et je défends. Bon, donc, moi, je dis non, il faut faire un conseil d'administration de cette institution réformée. Dedans, il faut mettre l'État, autant de pouvoirs donnés aux élus, aux principaux élus, ensuite, des pouvoirs sérieux donnés aux professionnels de santé, pas seulement aux médecins, et ensuite aux usagers, aux Martiniquais eux-mêmes, au public. Ouais. Et avec ça, vous définissez une politique ambitieuse sur 5 ans, chaque année un plan d'action, et vous le menez sur le terrain avec l'ensemble des professionnels. Alors, faisons un peu un retour en arrière, parce qu'il faut toujours tirer des enseignements des chocs que nous avons traversés. Là, pendant quasiment 5 ans, de 2020 à 2025, nous avons eu le Covid et le post-Covid. Bon, à la fois sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan de la santé, bien évidemment. Alors évidemment, ça vaut pour le monde entier, sauf quelques pays qui ont mystérieusement échappé, soi-disant, à cette épidémie. Mais nous, on l'a pris de plein fouet, puisqu'il y a eu plusieurs milliers de morts, faut-il le rappeler. Plusieurs milliers de morts. Quels sont les enseignements à tirer de cette terrible épreuve et bien évidemment, ce qu'il faut corriger très rapidement, puisque à tout moment, une épidémie de cette même nature peut revenir. Peut revenir, bien sûr. Alors, je vais partir de ce que vous avez dit à la fin. Enfin, vous, 3, il dit, parce que Raphaël Lisboukrit, on se connaît. Certains pays ont miraculeusement, apparemment, échappé.
précisément, ils n'ont pas échappé miraculeusement. Ils ont échappé parce que, de fait, ils étaient vaccinés. Ouais. De fait, ils étaient vaccinés. C'est-à-dire que les pays asiatiques et les pays africains, qui sont par malheur si souvent confrontés à ce type de virus, aux épidémies, ouais. qui tue des millions de personnes chez eux chaque année, hein, n'ont pas eu à subir encore l'impact du coronavirus en question parce qu'ils avaient déjà une forme d'immunisation. Ouais, tout à fait. D'accord ? Ça, c'est important à comprendre. Donc pour nous, Martinique, moi je regarde les constats simplement. Quand j'ai fait des calculs au départ de ce qui se passait ailleurs, avant que nous soyons vraiment impactés, on ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi on n'est pas impacté. On est en 2020, on commence 2021, etc. Tranquille. À nous, ce n'est pas le problème, le soleil et machin. On fait même le carnaval. On fait le carnaval, nos plantes, etc. Il n'y aura pas de problème. Et à partir de mars, avril, mai, catastrophe en 2021. Mes camarades me disaient, mais tu t'es trompé, tes calculs ne sont pas bons, etc. Mes calculs, oui, ils étaient faux. Mais ils étaient faux en milliers de morts, à la baisse. Ouais. Parce que j'avais mal calculé, je n'avais pas calculé assez de l'impact, au contraire. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Quand je regarde les faits, si je compare les résultats de la Martinique, et j'invite tout le monde à le faire, hein, parce que c'est même pas des mathématiques, c'est de l'arithmétique, on va dire. Ouais. Vous calculez ce qui s'est passé à Barbade, vous calculez ce qui s'est passé à La Réunion, le prenez là. Cuba aussi, mais vous allez me dire, à Cuba c'est différent. Oui. Ok. Prenons Barbade et la Réunion, ou d'autres îles, même dans l'océan Indien. Vous comparez par tranche de, comme vous voulez, de 10 000, de 100 000 habitants, le nombre de personnes vaccinées, le taux de vaccination, et vous regardez les résultats. Vous voyez qu'en Martinique, par rapport à ces deux que j'ai pris, la Barbade et la Réunion, il y a eu en Martinique à peu près 595 morts inutiles. Quand je dis inutiles, qui auraient pu être évités avec simplement le taux de vaccination Tout à fait. de la Et Barbade. là, vous êtes gentil. Et là, je suis, encore une fois, gentil. Ouais. Bien. Donc, moi, je n'avais pas pour autant une vision autoritaire de la chose en disant il faut l'obligation vaccinale. Parce que je pense qu'il y a une différence entre la situation de la France métropolitaine et la Martinique, où là-bas, il y avait une frange anti-vaccinale proche de l'extrême droite qui est irréductible, d'ailleurs. Et puis la Martinique, c'est une question de culture, de croyance de la population. Et donc, je disais, rappelez-vous, j'ai fait un écrit qui est paru dans la presse et sur les réseaux sociaux, où j'ai dit je ne comprends pas, messieurs le directeur général de l'ARS de l'époque et le préfet, pourquoi vous voulez imposer une obligation vaccinale alors que vous pouvez contourner l'obstacle. En faisant quoi ? En disant aux professionnels de santé, vous êtes comme nous, vous ne voulez pas contaminer les patients, parce qu'ils n'ont jamais dit que vous voulez contaminer les patients. Donc, vous faites un test en début de semaine, vous en faites un autre en fin de semaine pour savoir si vous travaillez la semaine d'après. Tant que vous n'êtes pas contaminé, vous travaillez. Ouais. Mais moi, j'essaie de vous convaincre qu'il vous faut vous faire vacciner. Alors, il y a une espèce de fronde alimentée par des espèces des réseaux sociaux qui viennent des États-Unis, parce qu'ils font leur beurre dessus, des milliards. Plus ils mentent fort, plus ça circule dans le monde et plus ils gagnent de l'argent. Tout le monde le sait, puisqu'ils sont payés par la publicité. Plus il y a des millions de trucs, plus ils gagnent de l'argent. Plus il y a de la vue, mais plus nous, il y a des pubs, on est plus il y a de l'argent. on est toujours ceux qui consommons sans réfléchir. Alors, ils avaient un bon argument, en disant, mais vous vous rendez compte, ceux qui ont fait les vaccins, c'est des gros voyous, c'est le Big Pharma, c'est des ci, c'est des ça, ils ont déjà été condamnés 3-4 fois, etc. C'est vrai. Mais c'est eux qui produisent le Doliprane aussi, c'est eux qui produisent les médicaments à longueur de journée, qui font les chimiothérapies, c'est eux. Et si vous lisez l'historique sur l'ARN messager qui a été employé pour le vaccin du Covid, parce que moi j'ai lu l'histoire, c'est pas eux qui ont inventé l'ARN messager. Ça a été inventé par des chercheurs, des petits chercheurs de pays de l'Est, qui ont d'abord travaillé dans des petites institutions qu'ils ont montées, qui ont été après les gros là. Oui, je suis d'accord. C'est pas des enfants de cœur. Avec leur ils arrivent et ils rachètent. Ils rachètent, ils emploient les chercheurs et ils les obligent à travailler pour eux et tout. Et c'est grâce à des dizaines d'années de recherche de petits chercheurs au départ de pays de l'Est qu'ils ont réussi à fabriquer ça en allant très vite, puisque toutes les autorités étaient intéressées par une mise au point rapide. Donc il y a une différence à faire entre la croyance et la science. Qu'est-ce qu'il nous faut désormais introduire dans notre communication vis-à-vis des Martiniquais pour les convaincre que la prochaine fois, il va falloir se protéger ?
Moi, je crois qu'il faut une relation de confiance déjà. Il faut une relation de confiance et puis il faut mettre toutes les cartes sur la table avec eux et puis faire de la pédagogie, encore une fois, de l'éducation, mais vous n'allez pas pouvoir faire, une pierre Mais avaler ce qu'elle ne veut pas. Quoi. Pourtant, il n'y a pas de problème majeur ici sur la vaccination des enfants. Alors, il y a une tendance à dire, bon, enfin, elle est mondiale, hein, c'est la dévaccination. Je ne veux pas que mon enfant soit vacciné, mais globalement. Mais je dis moi, en Martinique, de regarder ce qui se passe précisément, de faire très attention. Parce que quand vous regardez, et encore une fois, je reviens toujours sur mon argument qui dit que ça n'est pas qu'une affaire de sous et d'argent et de moyens. La santé aux États-Unis, elle coûte beaucoup plus cher que la santé en Europe, en France et en Martinique. Beaucoup plus cher. Bien. Une appendicite à Miami, c'est 75 000 euros. 1 000 euros. Ouais. Je vous dis, moi, je m'étais battu pour faire des accords avec les assurances qui font que les gens de la Caraïbe partent chez eux. Ben, nous, ça coûtait 2 fois moins cher. Je ne vais pas rentrer dans le... Ouais. Là, ça coûtait 2 fois moins cher qu'ils viennent ici. Mais on n'est pas prêt parce qu'il faut les accueillir, il faut les loger. Il faut... Bon. À la langue, mais etc. Je vais vous dire une chose. Si j'étais à la CTM, ça rapportera à la Martinique 10 fois plus que la banane. Vous comprenez ? Et y compris développer aussi la parapharmacie en faisant les recherches qu'il faut sur la biopharma. Quoi. Bon. Bref, je reviens sur ce que je disais. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 2 phénomènes extraordinaires. Il y a des maladies qui avaient carrément disparu et qui sont en train de revenir. Parce que Trump a décidé qu'il n'y a pas de vaccination. Ouais. Que la vaccination, c'est vraiment du n'importe quoi. La rougeole, par exemple. Ah ben exactement. La rougeole, et la rougeole tue. Elle avait pratiquement disparu. Et si elle revient chez eux, elle reviendra chez nous. Fatalement. Et vous imaginez. Bon, ensuite, un indicateur phénoménal, parce qu'on critique la Martinique, là, ceci, rien ne va, la santé ne va pas, les hôpitaux ne vont pas. Mais on a l'un des taux de centenaires les plus importants au monde. Ouais. Donc, une zone bleue. Donc, en tout cas, imaginez que si nous t'es qu'à mettre la santé en ordre, l'environnement en ordre, et puis tout ça nous gêne comme acquis de nous plus le pays lui-même, mais nous t'es qu'à vivre jusqu'à 150 ans. Bon, donc, regardez ce qui se passe aux États-Unis. L'espérance de vie décroît. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de régresser, de faire machine arrière. C'est quand même incroyable. Quoi. Ouais. Comme quoi, la santé publique a des effets immédiats sur le quotidien. Absolument. Bien, alors on va pas... Et ça, je finis dessus, mais tu as un chapitre que je n'ai pas développé, mais tu as tout à fait raison dessus. Je parlais de la santé environnementale qui impacte pour 30% les pathologies, etc. L'état pathologique d'une population. Qu'est-ce qui fait que les stations d'épuration ne marchent pas ? Qu'est-ce qui fait que les fosses septiques ne fonctionnent pas ? Vous savez, je te raconte une anecdote. J'ai eu quelqu'un de l'ARS en plus, qui est hyper vigilant sur la question, qui a construit sa maison. Elle a fait contrôler la construction de la maison. Elle a payé pour ça, un architecte. À l'arrivée, la fosse septique était montée à l'envers. Non, vous imaginez ? Donc, et quand la fosse septique ne marche pas, les stations d'épuration ne marchent pas, ça ruisselle, ça va dans la ravine va dans la rivière va dans la mer. Et vous savez qu'il y avait une des plages de Sainte-Luce, quand j'étais là, qui était en permanence polluée. Elle était, et il fallait de temps en temps interdire, ou bien elle était en C au lieu d'être en A, voire elle était jamais en A. Il y a une petite tolérance, on va dire ça comme ça. Non, mais j'ai dit aux collègues, écoutez, ça c'est toute la Martinique. Mais vous savez, on ne va pas arriver tout de suite pour toute la Martinique. Mais essayons de régler ce problème-là. Donc vous allez vous faire des missions d'inspection, vous voyez avec la mairie et tout, et nous allons essayer de faire que... quels sont les cas... On s'est rendu compte qu'il y avait des maisons là qui déversaient tout. Sur la plage, ça allait dans l'eau. Ouais. Que la station d'épuration ne marchait pas, que ci, que ça. Ils ont, dans une année, un peu colmaté les brèches, on va dire, et là, le résultat de l'eau est revenu à B. Donc c'est quelque chose, les élus des EPCI, les maires, doivent régler ce problème-là. Ouais, c'est clair que là, sur l'assainissement, on a du boulot. Allons parler, pour finir, un peu de politique. Allons parler. Okay. Alors, on sait que vous n'êtes pas élu. On sait que vous avez été membre à un moment du PPM. Je ne suis pas élu, mais je suis un homme politique au sens noble engagé, du terme. au sens un citoyen. Voilà, exactement. Voilà. On sait que vous avez été proche du PPM. Oui. On sait que vous avez pris du recul, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, où va votre cœur ? Alors,
vous n'êtes pas suffisamment précis quand vous dites que vous avez été proche du PPM, que j'étais proche du PPM. J'ai été militant étudiant, fortement impliqué dans l'association des étudiants de Grenoble. Ouais. J'ai été rédacteur de Libération Anti-Guyane pendant des années dans Libération en France. J'ai été membre du groupe Révolution Socialiste, du GRS, avec Gilbert Pagou, Philippe Pierre-Charles, à l'époque Gilles Alexandre, Fernand Munto, toute cette équipe-là. Ouais. Pendant des années. Édouard de Lépine. Édouard de Lépine, feu Édouard, que je regrette beaucoup, qui était vraiment quelqu'un de proche. Avec eux, au moment où j'ai été responsable de la CDMT, je n'avais pas planifié d'être responsable syndical, mais j'ai pris des responsabilités, j'ai trouvé des scandales en Martinique, à l'époque avec Pulvar et tout. Quand on créait un syndicat, on licenciait les gens. C'était interdit, il y avait pas le droit n'était pas celui d'aujourd'hui, quoi. Bon, bref, ça m'a fait 20 ans. Et je me suis un peu éloigné du GRS parce que je crois qu'à l'époque, c'est plus le cas maintenant, d'après ce que j'ai constaté, à l'époque, ils n'avaient pas la vision que j'avais de l'importance du travail syndical et de la manière de le mener. Bien. Peu importe, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas. Après, j'ai été extrêmement malade, je passe dessus. Donc j'avais dit qu'à 50 ans, j'arrêtais mon syndicalisme, sinon je serais passé peut-être à l'AS comme d'autres. Mais j'ai toujours été moi inspecteur de la DAS. Je n'ai jamais été déchargé de quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, j'ai pris des responsabilités administratives qui m'étaient possibles de prendre. J'avais des copains qui avaient fait l'école de la santé avec moi à Rennes et qui étaient directeurs de DAS depuis 10 ans avant moi. Donc j'ai été responsable et j'ai été nommé directeur de l'ARS. Pour les gens qui disent j'étais syndicaliste, on m'a nommé directeur général de l'ARS. Non, j'ai été nommé directeur général de l'ARS 19 ans après avoir abandonné mon activité syndicale et après un concours où il y avait 1100 candidats. Attention. Donc ça n'a rien à voir. Et j'ai fait ce travail. Voilà. Donc, j'ai été à ce moment-là, je me demande si certains ne croyaient pas que j'avais viré ma cutie, que j'étais... Oui, quand vous étiez passé de l'autre côté de la frontière, vous étiez avec le pouvoir, inféodé au pouvoir. Voilà. Et puis là, on vous retrouve... Alors que, je vous disais, les batailles, mais il faudrait un livre, d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, pour expliquer ça. Donc, je me suis dit, mais tous les Martiniquais sont proches de Césaire. Je n'ai jamais entendu aucun Martiniquais, même indépendantiste du MIM, etc., dire ça c'est de la colonie, etc. Ils disent non, il n'est pas d'accord avec la pratique, le cheminement. Mais j'ai dit, je vais me raccrocher au courant de Césaire, de la pensée de Césaire. Et j'ai adhéré sur ce fait au PPM. Le PPM m'a demandé de leur faire des propositions sur 2-3 bricoles, la communication, etc., si je voulais regarder ça de près, parce qu'ils n'avaient pas le temps et c'était problématique pour eux. Je l'ai fait dans un document, mais je ne vais pas développer trop ça. Je l'ai fait dans un document que j'ai transmis, et jusqu'à maintenant, j'attendais la réponse. Alors, 2 ans après, j'ai dit, écoutez, bon, moi je suis un militant, j'ai vraiment du travail à faire, je vais me consacrer à l'écriture, mais aussi à autre chose, donc je démissionne, parce que je ne suis pas là pour faire la figuration, quoi. On a bien compris. Vous n'avez pas répondu à ma question? Où va votre cœur? Qui voyez-vous, qui vous plaît parmi... ça va changer beaucoup, là, dans les années qui viennent. Le personnel politique qui est en train de monter. Il y a des petits nouveaux. Est-ce qu'il y a des gens qui vous paraissent correspondre à ce que vous souhaitez pour la Martinique? Moi, je crois qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de qualités. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de qualités. Je crois que le maire qui est décédé, il avait des qualités, à mon avis, Vous parlez de Samuel Tavernier. Oui, de Samuel Tavernier, d'intégrité. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de sa part, et c'est fondamental, quoi. Je crois que des gens comme Nadeau, etc., ont une vision de l'importance de l'environnement dans un petit pays comme le nôtre, qui est aussi très appréciable. Et puis je vois des maires qui bossent quand même aujourd'hui avec ce rajeunissement. Donc je n'ai jamais... Ma philosophie est un peu 68 ans, c'est ni Dieu ni maître. Non. Je pense qu'il y a il y a à préserver la liberté, il y a à préserver, la solidarité, quoi, pour qu'un pays avance. Et l'égalité, pour qu'un pays avance. La justice, on va dire. La liberté, la justice. Si vous êtes juste, vous êtes contre les inégalités, etc. Et si vous êtes solidaire, ce n'est pas simplement la fraternité béate religieuse, c'est la solidarité concrète, quoi. Et moi, c'est mes vertus. Si des élus, des militants ont ces vertus cardinales-là
s'ils sont prêts à dire je me projette pour la Martinique et je vais dans des combats pas à pas pour que nous avancions, sans avoir peur des autres, sans considérer qu'ils savent mieux que moi ou qu'ils sont plus intelligents que moi, et sans non plus critiquer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi comme si c'est des ennemis. Non, ce n'est pas des ennemis, ils peuvent avoir des idées différentes. Ouais. Donc le sectarisme, tout ça, a disparu. Moi, je l'y suis. Très bien. Bon, un tout petit mot sur l'évolution institutionnelle. Les derniers sondages indiquent très clairement que les Martiniquais ne sont pas prêts du tout à faire évoluer quoi que ce soit. Un tout petit peu d'évolution à l'intérieur du cadre de la République. Vous en pensez quoi? Moi, je peux les comprendre. Parce que vous n'embarquez pas un pays si vous n'avez pas confiance en ceux qui vous demandent d'embarquer. Vous comprenez? Et les gens qui sont tentés d'imposer aux Martiniquais un cadre, on va dire institutionnel, qui aurait évolué sans passer par le vote, vous en pensez quoi? Non, ça c'est vraiment... Parce qu'il semblerait que ça soit quelque chose qui soit en cours. Non, moi, je ne pense pas, contrairement aux bêtises, je vais dire, héritées d'une période stalinienne qui considérait qu'il y avait une définition, marxiste du peuple et de la nation. Je pense que ça, c'est de la grande fumisterie. Je suis plus proche des thèses de Fanon sur cette question-là, ou d'autres, de Sartre, en fait, d'autres penseurs. Je pense qu'il n'y a pas de peuple sans conscience. Et donc, même s'il y a objectivement des traces, il faut développer la conscience de la population pour qu'elle ait envie d'aller vers un objectif comme celui-là. Sinon, ça sera l'échec. OK? Donc, travaillons à ça, quoi. Christian Ursulé, on est arrivé au bout. Très bien. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Je tiens mes promesses. Je vois ça. Et là, je vais en faire une autre. On va refaire un point d'ici la fin de l'année, puisqu'il y aura eu des changements majeurs, à la fois dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine politique. Absolument. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi, et bonjour à toute la population. Et puis, nous vous disons à la semaine prochaine.